Bonjour à tous. Alors, compte tenu de la situation un petit peu particulière qu'on vit en ce moment et du fait que ce cours avait été fait avant les petites vacances qui viennent de se terminer, j'ai décidé de vous refaire de ce fait-là une vidéo dessus de manière à ce que vous puissiez éventuellement, si vous en avez besoin, le revoir et vous remettre à la page pour qu'on puisse faire des exercices, faire des activités, etc. Donc je vous rappelle que le chapitre en question sur lequel on est actuellement est le chapitre 8 qui concerne les moles et les quantités de matière. Donc on avait commencé par regarder une petite vidéo, donc je vais vous la repasser. On voit ici les atomes de carbone qui s'assemblent les uns avec les autres pour former des nanotubes de carbone. Et on peut voir que ces nanotubes de carbone sont vraiment très petits. Ils font 2 nanomètres d'épaisseur. Comme on en avait parlé en cours, ce genre de nanotube peut être utilisé pour réaliser une balance inertielle, mais qui permet, elle, de peser carrément une molécule ou un atome sans le détériorer. D'ailleurs, du coup, le fait d'utiliser ce genre de nanotube pour faire des balances inertielles, c'est très bien, mais pourquoi est-ce que de ce fait-là, on n'utilise pas une balance de laboratoire pour peser les atomes un par un directement? La raison est simple, comme vous l'avez déjà observé simplement par exemple en pesant un grain de riz ou n'importe quel objet vraiment très petit sur une balance que vous pouvez trouver à la maison, vous avez pu remarquer que on ne voit pas de poids s'afficher, de masse pour être plus précis, ça reste à 0 g. La raison est la même pour les atomes. Les atomes sont tellement légers par rapport à la précision que peut avoir une balance qu'il est donc impossible. Il est donc strictement impossible d'en peser un seul avec une balance classique, même une balance de laboratoire. La précision est bien trop grande par rapport à, enfin bien trop petite par rapport à la masse de l'atome. Alors, en cran 1, on avait commencé par voir ce qu'était une formule brute. Donc la formule brute, je le rappelle, c'est la formule brute d'une entité atome, ion ou molécule et l'écriture la plus compacte décrivant la nature et le nombre des atomes de cette entité. Par exemple, on prend la molécule de dioxyde de carbone, que vous connaissez parce que c'est le gaz que vous expirez à chaque fois que vous prenez une respiration, vous inspirez de l'oxygène et votre corps rejette du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone, sa formule brute est donc le CO2, car il y a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Je vous rappelle que le petit chiffre ici en bas à droite concerne l'atome qui est à côté de lui. D'accord? Donc on a 2 oxygènes pour 1 carbone. Remarque, contrairement au solide ionique pour lequel on écrit d'abord le nom du cation puis de l'anion, la formule brute des molécules respecte la majorité du temps l'ordre alphabétique. Comme on peut le voir ici, le C vient bien avant le O dans l'ordre alphabétique. Ensuite, nous avions vu la masse m-entité d'une entité chimique. Donc, la masse m-entité d'une entité chimique s'obtient en additionnant la masse de tous les atomes qui la constituent. C'est assez logique. Par exemple, encore une fois pour le dioxyde de carbone, on a dit un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Donc pour calculer la masse de l'entité dioxyde de carbone, donc d'une molécule de dioxyde de carbone, on doit prendre la masse d'un carbone, puisqu'il y en a un, et la masse de 2 oxygènes, étant donné qu'il y en a 2. On a donc le calcul suivant, en remplaçant les valeurs, remplaçant les variables par la valeur correspondante. Donc je vous rappelle, on commence toujours par écrire la formule littérale, puis ensuite on remplace par les valeurs correspondantes. Et enfin, on indique le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs, ici 3, car on en a 3 ici et 3 ici. Je rappelle qu'on tient compte uniquement des chiffres significatifs des valeurs expérimentales. Là, ici, le 2 n'est qu'un multiplicateur, car on a 2 atomes d'oxygène, donc il n'entre pas en compte dans les chiffres significatifs. Donc on a bien 3 et 3 qui nous donne 3 à la fin, et on écrit bien en écriture scientifique avec l'unité. On n'oublie pas l'unité, c'est très important. Autre exemple, par exemple pour calculer la masse d'une molécule d'eau H2O. Avec donc comme donnée, bien sûr ce ne sera jamais des choses à apprendre par cœur, la masse d'un oxygène ou la masse d'un hydrogène. On a donc la masse d'un oxygène qui est égale à 2,7 10-26 kg et l'hydrogène 1,7 27 kg.
Pour faire ce calcul, encore une fois, on sait qu'on a 2 hydrogènes pour 1 oxygène. On a donc à multiplier 2 fois la masse d'un hydrogène et à l'ajouter à la masse d'un oxygène pour avoir la masse de l'entité H2O. En application numérique, ça donne ce résultat-là, ce qui nous donne 3,0 fois 10 puissance moins 26 kg. On avait ensuite vu le nombre d'entités n. Donc dans un échantillon de corps pur de masse m constitué d'entités de masse m entités, le nombre n d'entités présentes dans l'échantillon est le suivant. Voici la formule, une des 2 formules à connaître dans ce chapitre. Donc le nombre d'entités dans l'échantillon, simplement par exemple, dans l'eau, ça serait le nombre de molécules d'eau, c'est la masse totale de l'échantillon sur la masse d'une entité. Bien sûr, avec la même unité, car un nombre d'entités n'a pas d'unité. Il faut donc mettre kilogramme et kilogramme, ou gramme et gramme dans les 2 parties de ce calcul. C'est assez logique, encore une fois. Par exemple, si on prend l'exemple que je vous avais donné en cours, si on voulait connaître par exemple le nombre de pommes qu'il y a dans un panier, on aurait simplement à peser la quantité totale, la masse totale de pommes contenues dans le panier et de le diviser par la masse d'une pomme pour obtenir le nombre de pommes qu'on a dans le panier. Ça fonctionne exactement pareil avec les molécules. Deuxième exemple avec l'alliance de platine, qui fait 9,8 grammes, le nombre d'atomes de platine, qui sont chacun de masse 3,24 10-25 kg, donc c'est la masse individuelle d'un seul atome de platine. On a juste à diviser la masse totale de l'alliance par la masse d'un atome de platine, ce qui nous donne la quantité d'atomes contenus dans cette alliance. Donc là, dans cette alliance de 9,8 grammes, on a 3,0 10 puissance 22 atomes de platine. Et comme c'est indiqué ici, c'est un nombre gigantesque. Autre exemple, le nombre de molécules de dioxyde de carbone contenues dans 10 kg de dioxyde de carbone. Donc on a 10 kg à l'intérieur de dioxyde de carbone dans cette bonbonne, on fait la masse totale 10 kg divisé par la masse d'une entité, c'est-à-dire d'une molécule de dioxyde de carbone, ce qui nous donne un nombre total de 1,4 10 puissance 26 molécules de dioxyde de carbone. Donc encore une fois, ce sont des quantités qui sont énormes. Et de ce fait-là, les scientifiques ont inventé un système de manière à ne pas avoir à manipuler ces grandes puissances de 10. On appelle ça la mole. Donc la quantité de matière, c'est la grandeur utilisée pour compter un nombre d'entités microscopiques. Elle s'exprime en mol, justement, qui s'écrit avec le symbole mol quand on parle de l'unité. Une mole d'entité correspond exactement à un paquet de 6,022 14 076 10 puissance 23 entités, soit environ 6,2 fois 10 puissance 23 entités. On retient ce nombre en général, donc c'est ce nombre-là qui est à retenir. Bien sûr, je ne vous demande pas de retenir ce nombre-là avec toutes les décimales. Donc la mole est un paquet, il faut vous l'imaginer comme un sac dans lequel on met toujours exactement la même quantité d'entités chimiques, c'est-à-dire 6,02 10 puissance 23 entités. Une mole d'eau sera donc 6,02 10 puissance 23 molécules d'eau. Remarque, les entités microscopiques dénombrées correspondent à un type d'atome, de molécule, d'ion ou de n'importe quelle autre particule ou groupe de ces particules. Ça peut être une mole d'électrons, une mole de protons, une mole de tout type de particules, une mole d'ion sodium, d'ion chlorure, etc., etc. C'est vraiment uniquement un moyen de dénombrer, de faire des paquets de manière à ne pas avoir à manipuler des trop grands nombres. Voilà, par exemple, ici on a une molécule d'eau, 3 molécules d'eau, 20 molécules d'eau, 100, et une mole de molécules d'eau, ça sera un nombre total de 602 milliards, 1000 milliards de molécules d'eau. Et ça ne correspond qu'à 18 grammes d'eau. Rendez-vous compte du nombre de molécules d'eau qui sont contenues dans une toute petite quantité d'eau dans votre verre d'eau. Imaginez ce qu'il y aura. Ce nombre, 6,02 10 puissance 23, on appelle ça la constante d'Avogadro. Le nombre d'entités par mol est une constante, et on l'appelle donc constante d'Avogadro, et on la note Na. Alors là, j'ai mis un grand N. Je vous rappelle, je l'avais dit en cours qu'en général, pour ne pas le confondre avec le sodium, on écrit ça avec un N en lié, et le N majuscule. Sa valeur est exactement celle qu'on a citée juste avant, et on utilise en général la valeur approchée qui est celle-ci. Et l'unité est la mol moins 1. Avogadro est ce scientifique qui n'est pas celui qui a déterminé la quantité exacte, mais c'est grâce à ses recherches qu'on a déterminé ce nombre. Donc je vous repasse la vidéo justement qu'on avait regardée qui explique la découverte de la constante d'Avogadro et la façon dont elle a été nommée. Deux objets, c'est une paire. 12 œufs, c'est une douzaine. 500 feuilles de papier, c'est une rame. Mais comment appeler un nombre aussi gigantesque, environ 602 000 milliards de milliards? Il a deux noms, la mole et la constante d'Avogadro,
Qui est ce dernier? Est-ce celui qui a trouvé ce nombre à rallonge? Pas du tout. Avogadro est un brillant théoricien du 19e siècle. Il était bien incapable de calculer ce grand nombre, mais il croit à la théorie atomique, c'est-à-dire que la matière n'est pas divisible à l'infini, mais constituée de particules insécables, les atomes. À son époque, on n'avait alors jamais pensé, ne serait-ce qu'à compter les molécules. Avogadro voit plus loin. Il part de la théorie atomique pour émettre une hypothèse géniale. Des volumes égaux de gaz différents contiennent à la même température et même pression le même nombre de molécules. Mais son idée est rejetée par ses contemporains. Le théoricien, sans mentor, n'est pas jugé crédible. Ce n'est qu'une cinquantaine d'années plus tard que l'hypothèse d'Avogadro refait surface, grâce au scientifique Cannizzaro. Il prouve scientifiquement que la théorie est tout à fait correcte. Aujourd'hui, on la résume par cette formule. PV égale nRT. Le produit de la pression et du volume occupé par le gaz est égal au nombre de moles de particules présentes dans ce gaz, multiplié par la constante universelle des gaz et par la température. Et il faut attendre 1909 pour qu'un autre scientifique, Perrin, utilise l'intuition d'Avogadro pour dénombrer de façon très précise la valeur de cette constante. Et plutôt que de lui donner son propre nom, il reste lucide sur le véritable initiateur, et la baptise constante d'Avogadro. Alors bien sûr, cette formule PV égale RT dont vous avez entendu parler dans la vidéo est très importante, mais n'est pas à savoir pour l'instant, elle n'est pas au programme de la classe de seconde. Donc, vous la reverrez par la suite, mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire de la connaître. Les deux formules qu'il vous faut connaître dans ce cours sont celles qu'on a vues avant avec le calcul du nombre d'entités et la formule qui permet de calculer la quantité de matière et le nombre d'entités. Donc voici la formule qui permet de calculer la quantité de matière. Donc le nombre n d'entités microscopiques et leur quantité de matière petit n dans un échantillon sont liés par l'expression suivante. N en mol, donc on va écrire mol sans le E quand vous allez écrire en termes d'unité. Là on marque mol avec un E parce que c'est le nom de l'unité. Le grand N qui est sans unité, qui est la quantité d'entités chimiques, et le grand Na, encore une fois normalement on l'écrit avec un grand N lié, qui est le nombre d'Avogadro. 6,02 10 puissance 23 mol moins 1. Donc là, cette fois-ci, ça devient logique en voyant la formule, la raison pour laquelle le nombre d'Avogadro est en mol moins 1. Étant donné qu'on veut avoir un nombre, une quantité de matière petit n en mol, on est obligé, étant donné qu'on prend un nombre sans unité, de le diviser par des mols moins 1 pour obtenir des mols à gauche. Donc la quantité de matière représente, comme on l'a dit, le nombre de lots, le nombre de paquets de 6,02 10 puissance 23 entités chimiques. Donc quand vous verrez un petit n en chimie, ça sera toujours des quantités de matière. Donc retenez bien, on n'appelle pas ça les mols, pour parler de la quantité de matière, justement du nombre de mols, on parle de quantité de matière. Quand on parlait de quantité de matière, de dioxyde de carbone, d'eau, etc. Et on va l'exprimer en mol. La mol est une unité. Petit exemple, la quantité de matière N de dioxyde de carbone qui était contenue dans l'échantillon de masse de 10 kg, si vous vous souvenez bien, la bonbonne de dioxyde de carbone qu'on a vue tout à l'heure, quand on a fait l'exemple du calcul de nombre d'entités. Si on reprend cette bonbonne et qu'on essaie de calculer la quantité de matière de dioxyde de carbone qui est présente dans cette bonbonne, on doit utiliser la formule, donc on prend grand N, c'est-à-dire la quantité totale d'entités chimiques, de molécules de dioxyde de carbone, qu'on avait calculé tout à l'heure, justement, 1,4 10 puissance 26. Donc si vous vous souvenez plus, il suffit de revenir en arrière, vous reverrez l'exemple sur la bonbonne de dioxyde de carbone, et on le divise par la constante d'Avogadro, pour obtenir de cette là 2,3 10 puissance 2 mol, ce qui nous fait 230 mol. Donc c'est quand même beaucoup plus facile de parler de 230 mol que de parler de 1,4 10 puissance 26 entités chimiques, molécules de dioxyde de carbone. Voilà pourquoi on a choisi d'utiliser la mol. Voilà, je vous remercie de votre attention pour ce cours et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, sûrement pour des corrections d'exercices, activités, etc. Allez, à bientôt et bon courage.